Si vous avez vu la vidéo de vendredi dernier, la Mangatech des abonnés, et donc l'épisode 4 de J'achète vos Mangatech, vous connaissez déjà le menu du manga vorace du jour. Petit rappel, J'achète vos Mangatech, c'est quoi? Tout simplement, on fait la visite ensemble des Mangatech des abonnés, et à l'intérieur de chacune d'entre elles, ou d'une plus précisément, j'achète des mangas que je lis et que je présente dans un manga vorace suivant. Donc aujourd'hui, au menu, vous avez Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire, La maison aux insectes, La femme serpent, Hatsum Phoenix. Générique. Yo, salut à tous, salut à toutes, c'est Authentique, bon appétit. On se retrouve donc pour ce nouvel épisode du manga vorace et il est très chargé avec du manga très lourd, des auteurs cultes et carrément même le dieu du manga. On commence d'ailleurs par Phoenix d'Osamu Tezuka. Alors Phoenix, il était dans la Mangatech d'Olimat qu'il possède en version originale, tome à l'unité. Moi forcément j'ai profité de la Japan Expo, je l'avais vu, je savais qu'il allait sortir. J'ai profité de la Japan Expo pour acquérir le titre et vous le présenter aujourd'hui. Et donc j'en ai fait la lecture. Que dire? Bah évidemment, on est sur l'édition Prestige, donc c'est vraiment qualitatif à souhait. Il n'y a pas de souci, le petit ruban, c'est cartonné, c'est rigide, ça se lit très bien, c'est propre, l'ancrage, enfin bon bref, tout est nickel dans cette édition, elle porte bien son nom, et franchement, hormis le poids et le fait qu'on peut pas trop se permettre de s'endormir avec, parce que si jamais vous le lâchez, vous le prenez en pleine poire, et je sais de quoi je parle. Donc oui, ça se lit plutôt dans des conditions posées, assises. Par contre, on va en parler tout de suite de l'histoire, du scénario, du dessin. Allez, du dessin d'abord, Osamu Tezuka, il est fidèle à lui-même, il fait du Osamu Tezuka, mais il le fait très bien, et je trouve qu'on a une certaine maturité, moi, dans la mise en page, dans le rythme, dans ce titre-là, que je n'ai pas toujours retrouvé dans d'autres titres. Bon, sa carrière est longue, évidemment, et il a un niveau de maîtrise qui augmente au fur et à mesure du temps, ça à n'en pas douter, même si c'est très élevé dès le départ. Mais là, ça se lit. C'est fluide, ça se lit vite, ça se lit bien et ça se relit encore très vite et on passe les pages comme ça, les unes après les autres, alors que c'est épais et finalement on a lu la moitié sans s'en être rendu compte. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours beaucoup de texte, et puis parfois il y en a beaucoup. Le rythme est très varié, le dessin également, la façon de faire également, la mise en page également change assez souvent et on a des jeux. L'auteur joue avec nous, alors c'est pas aussi moderne que maintenant au niveau des plans et du découpage, ok, mais de temps en temps on a une pleine page, de temps en temps on a un découpage classique, puis on va avoir un découpage horizontal, puis de temps en temps l'auteur va casser un peu les limites de ces cases et va faire intervenir le personnage dans des cases voisines. C'est des choses qui sont nouvelles, c'est des choses qui n'apparaissent pas tout le temps, toujours dans les mangas à l'époque, et qui sont en train d'émerger, donc on sent vraiment toute la richesse et toute l'envie de casser du rythme et de créer, d'apporter des nouvelles choses au lecteur, et de surtout pas s'ennuyer en fait, et ça marche très bien à ce niveau-là. En plus, le scénario est très bien ficelé. Alors Phoenix, on va vite fait en parler, c'est un oiseau, bien sûr, qui vit sur une île volcanique, avec un peuple qui vit sur cette île et qui essaye de récupérer, de tuer, puisque de toute façon on ne peut pas le tuer, en tout cas de récupérer le sang de l'oiseau pour devenir immortel. Voilà un petit peu le postulat de base, sauf que ce peuple-là, qui vit sur l'île, n'est pas le seul à vouloir le sang de cet oiseau. La reine Himiko, donc du territoire de Yamatai, et Yamatai c'est le Japon, a évidemment elle aussi envie de récupérer cet oiseau, et l'histoire va démarrer un petit peu comme ça, avec ce qui va arriver à ce peuple ou pas, et bref, ça va démarrer, je vous en dis pas plus si vous avez envie de le découvrir, je pense que ça suffit au niveau du scénario, en tout cas c'est la quête de base du sang de cet oiseau Phoenix qui est immortel et qui finalement a un regard assez élevé, j'allais pas hautain mais élevé, puisque de toute façon il vole et il domine les hommes, donc il le regarde puisqu'il participe à l'action, il participe à la narration, et il regarde d'un air amusé et un peu désespéré, un peu navré également les comportements humains, et il essaye à travers certains discours de leur apporter une certaine philosophie de vie, de leur faire comprendre en fait la notion d'immortalité et de bonheur, c'est pas forcément lié, tout ça, bon bref, il y a beaucoup de choses, c'est riche, alors on a de l'humour, mais on a aussi de la réflexion, on a aussi des vrais thèmes de société ou des vrais thèmes philosophiques qui sont complètement d'actualité, de toute façon les thèmes philosophiques ils s'affranchissent du temps, et ça marche plutôt pas mal. Le petit bémol va être parfois l'humour japonais auquel on n'a pas toujours accès, enfin moi en tout cas j'ai pas toujours accès, donc ça ne marche pas tout le temps,
les références d'époque qui sont un peu vieillottes parfois. Donc là aussi, bon, on n'esquisse même pas un sourire. Des fois, il y a des références à d'autres personnages, sûrement people ou historiques du Japon. Et pareil, ça fait ni chaud ni froid parce que je sais pas trop... enfin, c'est pas du tout à moi que l'auteur s'adresse, ça c'est sûr. Et même Osamu Tezuka aime bien s'intégrer à la manière d'Hergé dans ses œuvres. Là, on le retrouve une ou deux fois. Bon, je trouve que c'est un truc qui marche plus, ça prend pas pour moi, c'est les petits détails, les petites broutilles en fait, mais c'est d'époque, donc automatiquement, c'est fait avec la modernité de l'époque et pas de celle d'aujourd'hui. Donc voilà, il faut s'affranchir de tout ça, mais ça passe très très bien, c'est vraiment, vraiment, vraiment une super lecture, un gros coup de cœur de la semaine. Ouais, je découvre Osamu Tezuka, honnêtement, hein, j'en ai pas lu beaucoup de ses titres, et pour l'instant, bon, il y en a qui sont très très bons, il y en a qui sont moins bons, mais globalement, ça se lit toujours très très bien, c'est toujours très intéressant, et ne serait-ce que la curiosité et pour parfaire un petit peu la connaissance du manga, en tout cas chez moi, et Osamu Tezuka, très clairement, il est doué, quoi. non, mais sérieusement, il y a du génie, c'est clair et net qu'il y a du génie, et je remets pas du tout ça en question. Phoenix, je vous le recommande, pourquoi pas, ou Dororo récemment que j'avais lu, ou un autre titre, mais là, Phoenix, oui, ça marche très bien. Alors combien il va y avoir de tomes, je sais plus trop, parce que là c'est 1, c'est très épais, mais j'avais cru comprendre qu'il y en avait peut-être à l'avoir 5, si je dis pas de bêtises. Pour une œuvre non finie d'ailleurs, hein, elle n'est pas terminée, mais je pense qu'avec 5 tomes comme ça, on a de quoi faire, donc ça ira bien. Bon, la question que je me pose chez l'éditeur là, c'est quand est-ce que le tome 2 va sortir, et de façon plus lointaine, quand est-ce que le tome 5 va sortir. Wait and see, on verra bien. En tout cas, je recommande fortement ce titre. On va enchaîner tout de suite avec peut-être l'auteur qui a pris le plus d'influence chez Tezuka dans sa manière de scénariser, dans sa manière de construire, et d'y apporter forcément une touche de modernité absolument génial. Je parle de Naoki Urasawa et Hatsum. Alors Hatsum, on est chez Kana, collection Big Kana. Donc Naoki Urasawa nous livre ici un recueil, et il m'a tapé dans l'œil parce que moi les recueils, vous le savez, j'aime bien ça, j'adore ces petites histoires qui sont menées, j'adore me poser des questions à la fin des quelques pages de ma lecture, j'adore la conclusion parce que je trouve que dans les petites histoires courtes, soit on a une conclusion ouverte qui nous laisse un petit peu avec une frustration, une envie encore d'en avoir comme un amuse-bouche en restaurant, on dit ah c'était super bon ça, il n'y en a pas d'autres, non, il n'y en a pas d'autres. et là c'est un petit peu ça, ou alors on a une vraie fin, vraiment subjective, qui clôture le truc de façon assez brutale en général, mais qu'on accepte, puisque de toute façon c'est comme ça, et j'aime bien ces petites histoires-là, parce que je trouve qu'elles sont capables de sublimer les talents des auteurs. Voilà, quand un auteur arrive à faire un recueil intéressant, c'est que là pour le coup il y a vraiment du niveau. Franchement, Hatsum, c'est excellent, j'ai adoré du début à la fin toutes les petites histoires qu'il y a. On est pris exactement dans l'univers de Naoki Urasawa, dans ses grands volumes, dans ses grandes histoires à la Monster, à la Billy Bat, à la 20th Century Boy et j'en passe, mais en quelques pages. En quelques pages, vous retrouvez tous les ingrédients qu'aime utiliser Naoki Urasawa, tous les ingrédients qu'il met en place pour scénariser, pour donner un côté série télé à son œuvre. Vous retrouvez ça en quelques pages, avec un début, avec évidemment un élément perturbateur, puis une conclusion. Et ça fonctionne, mais magistralement. La dernière qui est en 4-5 pages, mais génial, mais génial, mais c'est génial, là aussi c'est du génie. Alors le trait, bien sûr, de Naoki Urasawa, c'est un petit peu comme pour du Tezuka, c'est toujours pareil, mais c'est ça qu'on veut. Moi je veux pas autre chose quand je lis du Naoki Urasawa. Bah tout simplement parce que ça marche à chaque fois, parce que c'est sa patte, parce que c'est sa signature, et à aucun moment je ne veux autre chose que ce que je vois là. Donc ça fonctionne. On a en plus au niveau de l'édition vraiment un joli travail, parce que le format est grand, hein, c'est un format seinen. Pareil, les pages sont plutôt épaisses et donc c'est très agréable à la lecture, les manipuler, les tourner. Et puis on a quelques petites pages couleur comme ça, c'est pas désagréable, très franchement. Bref, ça se lit très très bien et je ne peux que vous le conseiller. Alors il est sorti il y a quelques temps, c'est vrai que j'en parle moi aujourd'hui parce que je ne le possédais pas, j'en avais déjà fait plus ou moins la lecture. Donc c'est sorti il y a un petit bout de temps, je crois qu'il y a environ 2 ans.
mais il est encore disponible, et si vous aimez cet auteur et que vous n'avez pas encore passé le cap avec ce titre, bah pourquoi pas, parce que honnêtement, voire même si vous avez envie de découvrir Naoki Urasawa, découvrir un auteur à travers ses recueils ou à travers ses one-shots, pour moi c'est vraiment une porte d'entrée idéale, d'un point de vue financier déjà, parce que ça coûte moins cher que de se lancer dans une série longue, et puis on a très vite un avis, si on aime ou si on n'aime pas, et on regrettera pas trop l'achat. Donc c'est mon conseil, quand vous avez envie de découvrir un auteur de façon générale, essayez de démarrer par un one-shot, et pourquoi pas un recueil. Donc bon, recueil, hein, c'est plusieurs petites histoires, parce que voilà, vous allez avoir un éventail de ce que l'auteur sait faire, et peut-être à différentes époques, et vous allez vite savoir si vous avez envie ou non de vous pencher vers les œuvres du monsieur ou de la madame. Bref, Hatsum Naoki Urasawa, excellent. Bon, Hatsum, honnêtement, dans une autre vidéo, c'est aussi un coup de cœur, hein, parce que je vous l'ai dit, c'est très lourd aujourd'hui, le programme de ce manga vorace, et on continue avec l'excellent auteur de La Cantine de Minuit, mais avec le titre What the fuck, mais génial. Alors, What the fuck, dans le titre, attention, hein, de Mimi Kaki, l'étrange volupté auriculaire. Donc oui, effectivement, c'est un manga qui parle du nettoyage d'oreilles, mais de façon noble, c'est presque un art, voilà. Alors on est chez le Lézard Noir, salut Trivium, et on est chez le Lézard Noir, donc nous n'avons pas de cover, c'est le petit danger de ce genre de manga, parce que moi j'ai toujours très peur d'abîmer les coins, les cornets. Manipulation avec soin, en général, c'est une lecture plutôt passive à un moment où j'ai le temps de les lire. Ça, ce sont des mangas que je ne transporte jamais avec moi. Voilà, grand format, hein, format seinen, c'est très agréable, on a encore du joli travail, et je pense qu'on a un prix tout à fait abordable. En général, le Lézard Noir, ça oscille entre 12 et 18, bon là, je crois qu'on est aux alentours de 12 quelque chose, donc voilà, faut le savoir, parce que ça reste toujours un budget pour certains éditeurs. Le Lézard Noir fait partie de ces éditeurs où on a envie d'aller vers certains titres, mais on peut être freiné en tout cas sur une consommation de masse, parce que le budget monte très vite. Bon, c'est pas le sujet. Mimi Kaki, de quoi donc ça va nous parler? Je vous l'ai dit, de l'art du nettoyage d'oreilles. Alors, on a un trait, vous le voyez tout de suite, très Cantine de Minuit, ça y a pas de triche, vous allez retrouver exactement ce que vous pouvez avoir dans la Cantine de Minuit au niveau du trait. Très épuré, très blanc, très minimaliste, parce que tout passe par la psychologie et le sentiment des personnages et leurs petites attitudes, leurs petits traits caricaturaux pour générer des sentiments, pour générer des sensations, pour générer de l'humour ou de la tristesse, bref, tout un panel de sentiments en fait qui vont passer à travers ce trait minimaliste et cette ambiance très épurée. Le thème est quand même assez étonnant, et je trouve que éditer ce titre en Europe, il faut saluer le côté un peu culotté du Lézard Noir, parce que si c'est un art au Japon, le nettoyage d'oreilles en Europe, pour le coup, je pense que tout le monde s'en fout un peu. Et ça marche très bien. Vous allez suivre, comme dans La Cantine de Minuit, différents personnages qui vont se rendre dans un lieu pour avoir une séance, et finalement une séance qui va dégager énormément de sentiments, de sensations pendant la séance, mais après, parce que vous avez envie d'y retourner. C'est tout à fait étonnant. On insiste bien sur le fait que cette personne maîtrise son art, et que c'est donc pour ça qu'on va aller chez elle, qu'on va y aller en tant que client, et autour vont s'articuler plusieurs petits moments de vie, plusieurs petites tranches de vie, autour de différents personnages qui vont se rencontrer ou non. C'est absolument délicieux à lire, c'est frais, c'est très léger, c'est parfois très drôle, et c'est très étonnant, hein. Honnêtement, j'ai été là où je me suis surpris, moi, c'est vraiment à apprécier cette lecture pour un sujet qui me fait ni chaud ni froid de base. Là, on est, pour reprendre une certaine émission d'une chaîne bien connue, on aurait très bien pu tomber dans un lecture et préjugé avec ce titre. Ça pourrait peut-être être une idée. Et honnêtement, bah là je le regarde, je le feuillette encore avec vous là, et honnêtement, ouais, je suis assez bluffé de m'être autant fait happer par ce titre qui paye pas de mine. Franchement, je regrette pas, donc merci à Olimat de l'avoir dans sa collection, parce que comme ça j'ai pu l'acquérir, même si celui-là je le ziotais et il m'a fallu du temps pour l'avoir, parce que je sais pas pourquoi, mais ça a vraiment bugué, ça faisait des mois et des mois que je l'attendais. Bon, je l'ai eu, je regrette pas. Je peux vous le recommander si vous aimez l'auteur de La Cantine de Minuit, je peux vous le recommander si vous avez envie de vous tourner vers des œuvres complètement incroyables, ou alors
très étonnante ou très différente en tout cas de ce que vous pouvez lire d'habitude. Voilà, ce sera tout pour ce titre, Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire. On va enchaîner et conclure ce manga vorace toujours chez le Lézard Noir avec du Kazuo Umezu et La Femme Serpent et La Maison aux Insectes. On va en parler les deux en même temps parce que c'est le même auteur, du coup qu'on a à peu près les mêmes choses à dire. Ce ne sont pas les mêmes histoires mais globalement la même chose à dire, même s'il y en a un que j'ai largement préféré à l'autre, mais on va en discuter. Nous sommes toujours chez le Lézard Noir, donc toujours sans cover, toujours ce prix, ce budget à mettre dans un titre, ça c'est clair, attention, donc je me répète, mais c'est vrai. Nous avons toujours une édition très sympa, alors certains ou certaines n'aimeront pas trop, d'autres oui, moi je suis complètement neutre, de toute façon c'est comme ça, c'est édité comme ça ne me dérange pas plus que ça, en tout cas c'est très visible, très repérable dans la mangatech, donc ça fait le travail parce que c'est un petit peu l'idée. Globalement les dos des mangas pour certaines séries sont parfois très difficiles à trouver, je sais pas pour vous, mais moi quand je suis dans ma mangatech et que je cherche certains titres, des fois j'ai du mal à les voir. Bon là ça passe, hein. Là vous les voyez, il n'y a pas de problème. Alors, Kazuo Umezu, je l'ai découvert moi avec l'école emportée. Et l'école emportée, j'en ai toujours pas fini la lecture. Pas parce que j'aime pas, mais parce que je trouve que c'est de l'horreur un peu vieille, façon film L'Exorciste des années 70. C'est-à-dire que en 2022, ça fait peur à personne, en tout cas ça me fait surtout pas peur. Donc j'essaye de lire ces titres avec un côté plus popcorn que me dire que je vais un peu flipper au fur et à mesure des pages, et je découvre ça avec humour, je découvre un petit peu l'ambiance avec curiosité, l'horreur de l'époque, tout comme quand j'ai vu récemment L'Exorciste que j'avais jamais vu. Bon, ok, ça passe, ça passe maintenant, ça pouvait être top avant, ça y a pas de souci. Il faut dire que donc l'école emportée, maman m'a pas emporté spécialement, et en plus le format Bunko, ça aide pas. Donc j'avais vraiment envie de redonner une chance à un auteur dans un format, je trouve qu'il le respecte plus, et c'est le cas, hein, vraiment, là, le Lézard Noir fait un bon travail, et donc je me suis laissé porter par La Maison aux Insectes et par La Femme Serpent. On va démarrer par La Maison aux Insectes. On retrouve le trait de l'auteur si caractéristique, très tranché, il y a du contraste, il y a du noir, il y a de la matière, hein. Vous voyez, si vous avez lu L'école emportée, vous avez exactement la même chose à l'intérieur. Parfois c'est très figé, au niveau des visages et des expressions, j'entends même au niveau des mouvements, vous avez l'impression que le personnage court mais il est bloqué comme ça. Voilà, il y a des traits qui essayent de justifier un petit peu de la vitesse et tout, mais c'est vrai qu'on fait tellement mieux maintenant à ce niveau-là que ça a du mal à prendre. Ceci dit, ça a un certain cachet vintage qui ne me déplaît pas. Donc on se laisse vraiment porter par cette lecture, porter par ce trait qu'on accepte. Alors, si vous aimez les mangas avec les titres modernes, si vous êtes plus jeune et que vous n'avez pas forcément envie de regarder en arrière et ce qu'il y a pu avoir avant, c'est tout à fait le genre de titre, si on vous l'offre, que vous n'allez pas aimer. Ça, c'est quasiment sûr. Si vous êtes curieux, si vous avez un peu plus de maturité ou d'expérience et que vous avez envie d'aller regarder derrière vous, alors c'est tout à fait le genre de titre qui peut vous plaire et qui peut vous brancher, vous donner envie de découvrir le manga dans les années 70, pourquoi pas. Je m'avance peut-être un peu, mais allez, on va dire que ça peut passer. Donc, on lit, tranquille, La Maison aux Insectes, et pour le coup, ça n'a pas fait mouche, quoi. J'ai trouvé la première histoire assez sympathique, et puis bon, bah après, c'est rigolo, c'est une sorte de recueil là aussi, alors ça prend, ça va, ça vient, ouais, on lit ça avec curiosité, j'ai lu ça avec un certain plaisir, une certaine légèreté, un certain détachement, ok, mais j'ai l'impression que je me suis jamais vraiment pris au jeu, en tout cas pour ce titre-là, moyen. Globalement moyen dans le fond, dans la narration, dans le sentiment d'angoisse qu'on essaye de générer. Bon, attention, là aussi on s'adresse à un public japonais parce que ce sont des mangas qui ne s'exportaient pas du tout à l'époque et donc qui font référence à certains cultes, à certaines mythologies parfois, à certaines histoires de fantômes pour lesquelles les japonais ou japonaises sont très friands ou friandes. Et honnêtement, bon, on sent le côté un peu vieillot, hein. C'est pas forcément celui-là que je recommande. Alors dans la série, il faut savoir qu'il y en a 3. Il y a également le vœu maudit. Et je voulais prendre le vœu maudit en plus, sauf qu'il était en rupture, ou en tout cas il n'était pas disponible là où j'étais, donc je n'ai pas pu le prendre. Ce sera pour plus tard. Mais j'ai quand même réussi à mettre la main sur La Femme Serpent. Et celui-là, eh ben celui-là, il est très très bon. Enfin, il est très très bon. En tout cas, j'ai passé un très bon moment à la manière du Junji Ito. Et pour cause, hein, vous savez hein, que Kazuo Umezu a quand même nettement influencé Junji Ito. Et vous avez vraiment, au niveau de la narration, de la construction scénaristique,
au niveau de l'ambiance qui se dégage, de certains mystères autour de certains personnages dont on va pas trop en apprendre pour laisser vraiment une pointe d'angoisse, d'horreur, d'impalpable, parce que finalement l'horreur, si vous la touchez, elle vous fait plus peur. Il vaut mieux ne pas pouvoir toucher l'horreur, un petit peu comme pour les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Gutanabe le fait très très bien. On n'arrive pas à sentir, on n'arrive pas à savoir, et c'est pour ça qu'on est complètement happé dans l'ambiance. Junji Ito le fait très très bien aussi. Et au fur et à mesure de ces œuvres-là, plus on en apprend, moins l'horreur fonctionne, puisqu'on l'apprivoise, on devient presque ami avec les personnages qu'on est en train de lire, et ça marche de moins en moins bien. Donc il faut réussir à maintenir comme ça un niveau de pression, un niveau d'inquiétude à travers un mystère, à travers une absence de connaissance et de maîtrise, je trouve, des personnages, tout en donnant quand même, parce qu'il faut nourrir le lecteur. Donc c'est vraiment, je trouve, un équilibre très délicat, et ça marche plutôt pas mal dans La Femme Serpent. Là, pour le coup, j'ai bien aimé, l'histoire, elle est bien construite. Alors oui, encore, c'est vintage, évidemment, il y a les mêmes défauts, ou en tout cas, les mêmes points que j'ai soulignés tout à l'heure, mais celui-là, il passe très bien, et oui, j'ai bien aimé, et du coup, j'avais envie de me replonger dans la lecture de l'École emportée. Alors, est-ce que je vais pas craquer, vendre l'édition que j'ai pour reprendre une édition plus normale, là, la nouvelle ? On verra, on verra. Je pense que je vais acquérir le Vœu Maudit entre-temps pour avoir une idée plus globale. Je sais également qu'il y a Je suis Shingo, alors il y a 6 tomes, donc 6 tomes comme ça, hein, vous voyez, vous savez. Mais bon, La Femme Serpent, si vous avez envie de découvrir cet auteur là aussi, je pense que c'est peut-être par celui-là que vous pouvez commencer. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce manga vorace, j'espère que vous vous êtes régalés. Je crois que, si je dis pas de bêtises, que vendredi prochain, nous avons l'achat manga du mois d'août, parce que ça passe très très vite. Je vous souhaite une excellente semaine, et en attendant, je vous dis